Alors, bonsoir à tous. C'est un plaisir de voir autant de monde pour connaître, venir apprendre le secret de la fontaine de Jouvence. J'espère pouvoir vous le procurer d'ici la fin de la séance, mais je crois que j'ai de bonnes nouvelles quand même pour vous. Donc je commencerai mon exposé. Non, je vais peut-être me présenter brièvement. Donc mon nom est Annabelle de Cotigny. Donc je suis maître de recherche au FNRS. Donc je suis chercheur à l'Université catholique de Louvain, à l'Institut de Duve. Donc j'ai un laboratoire de recherche où on s'intéresse au télomère, donc sujet de ma conférence d'aujourd'hui. Et je suis également professeur. Donc je suis professeur de génétique également donc à l'UCL. Donc voilà. Je vais commencer mon exposé par juste, pour les non-biologistes de l'Assemblée, je sais qu'il y en a, par quelques notions de base de biologie et de génétique, afin que vous puissiez bien comprendre tout le reste du cours. Et voilà, donc j'espère que ce sera suffisant. Je ne vais malheureusement pas vous laisser interrompre mon exposé, mais j'espère que ce sera suffisant pour comprendre toute l'histoire que je vais vous raconter. Donc on va commencer par le commencement, à savoir par le début, donc quand le spermatozoïde rencontre l'ovule. Donc on vient tous de là, donc on vient tous de deux cellules qui se sont rencontrées un jour et qui ont donné naissance à un embryon et puis un bébé. On va passer ici en revue donc un petit peu les premiers stades après la fécondation, les premiers stades de développement embryonnaire. Donc pour mieux comprendre exactement tout ce que je vais vous dire par après, il faut que vous ayez bien compris cette partie-ci aussi. Voilà, donc c'est un petit film tiré de Internet. Voilà, ça marche. Donc je vais commenter brièvement et puis on reviendra sur quelques points par après. Donc ça c'est ce que vous devenez après quelques mois dans le ventre de la maman. Et vous êtes parti de bien moins que ça. Vous êtes parti donc de deux cellules, comme je le disais. Un spermatozoïde qui a fait son petit trajet pour rencontrer un ovule qui est là au bout du tunnel, qui va arriver. Donc voilà, donc l'ovule est en vue, donc le spermatozoïde gagnant va rentrer dans l'ovule. Voilà, celui-là est gagnant. Donc celui-là rentre dans l'ovule. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le noyau du spermatozoïde va fusionner avec le noyau de l'ovule. Et ça forme donc le zygote, donc l'œuf fécondé, qui va donc voyager à travers la trompe. Et donc on voit ici donc les deux noyaux. Donc les deux noyaux, donc le noyau mâle et le noyau femelle, vont fusionner pour donner donc un noyau unique. Et ça, c'est le stade une cellule. Donc on vient tous de une cellule, cette cellule-là. D'accord ? Puis après, on a des divisions cellulaires, à savoir qu'une cellule va donner naissance à deux autres cellules, les deux cellules vont donner naissance à quatre autres cellules, et ainsi de suite, jusqu'à un stade qu'on appelle morula, pour une petite mûre. Ça va être montré sur le film. Donc deux cellules, donc la cellule mère s'est divisée, a donné naissance à deux cellules filles identiques, donc une nouvelle division, 4 cellules, 8 cellules, donc c'est exponentiel évidemment, donc chaque fois on multiplie par 2. Et ainsi donc, pour ce stade que j'appelle donc de petite mûre, donc morula, c'est donc de là que le nom vient. À ce stade-là, donc, on a vraiment les premiers stades, donc l'embryon, ça c'est déjà un embryon, à ce stade-là. L'embryon est encore, comme vous voyez, très loin de ressembler à un fœtus, et on va trouver à l'intérieur de cette petite mûre, ce qui va être montré maintenant dans le film, ce qu'on appelle les cellules souches embryonnaires. Alors les cellules souches embryonnaires sont les cellules qui sont en rose là donc sur le film. Les petites cellules qui, à partir de ça, vont donner naissance à tous les tissus. La cellule souche embryonnaire est capable de donner naissance à tous les tissus de l'embryon par après. C'est très important, j'en reparlerai pas mal dans mon exposé. Donc voilà, pour ce film, c'est donc ce que je voulais vous dire. Donc retenez bien, donc à ce stade-là, on a les cellules souches embryonnaires qui sont capables de se diviser et de donner naissance à une multitude de tissus de l'embryon. Voilà, je pense que ça va se terminer. Il reste 2 places assises ici. Voilà. Sans bateau. Vous avez eu le temps, le film se termine. Vous voulez pas ça dure 1h20, donc allez-y. Hein. Voilà, ça c'est la fin du film. Donc, en résumé, on vient d'un ovule, un spermatozoïde. On a donc un stade, une cellule qui est le zygote. Le zygote va après ça donc se diviser, donc chaque fois deux cellules, chaque cellule va se diviser 2 fois et ainsi de suite. On a une croissance qu'on appelle exponentielle et on a un nombre de divisions qui est très important dans le premier stade du développement embryonnaire. Croissance exponentielle. Donc on part d'une cellule et à ce stade-là, donc à 6 semaines, on a déjà 1 milliard de cellules. Donc vous voyez donc l'énormité de la chose. On passe d'un 1 milliard de cellules à 6 semaines à
10 000 milliards de cellules. Donc chacun de vous a à peu près 10 000 milliards de cellules. J'ai pris un homme au hasard pour vous montrer donc 10 000 milliards de cellules chez cet homme pris tout à fait au hasard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans le bout de votre petit doigt, il y a plus de cellules qu'il n'y a d'hommes sur Terre. Voilà, c'est des chiffres énormes. Donc là, je vais commencer au départ par quelques chiffres énormes de ce type-là. Donc il y a plus donc, de cellules dans le bout de votre petit doigt qu'il n'y a d'hommes sur Terre. Alors une cellule, qu'est-ce que c'est? Donc je vous ai montré donc, au départ la cellule souche embryonnaire, donc une petite cellule tout à fait ce qu'on avait appelé indifférenciée. Et puis, pour donner naissance à ce qu'on est nous, les cellules ont besoin de se spécialiser. D'accord? Donc on a ce stade de spécialisation ou le terme scientifique de différenciation. Donc la cellule souche embryonnaire, par après, va pouvoir donner naissance à des cellules de peau, des neurones, des cellules musculaires et des tas d'autres cellules de façon à constituer un individu. Dans une cellule, on a des composants très importants. Enfin, tous sont importants, mais ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, ce sont les chromosomes. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de chromosomes, donc c'est les petits X qu'on voit qui sont donc dans le noyau de chacune de nos cellules. Vous savez qu'on a chacun 23 paires de chromosomes. À gauche, le karyotype, ce qu'on appelle le karyotype, donc c'est vraiment la carte d'identité, donc avec tous les chromosomes d'une femme, on repère en position 23 les 2 chromosomes X. À droite, le karyotype d'un homme, où vous avez le petit chromosome Y à la place du grand chromosome X. Donc, on a chacun, au sein de nous, 460 000 milliards de chromosomes dans un être comme le nôtre. De quoi sont faits nos chromosomes? Nos chromosomes sont faits d'une molécule que vous connaissez tous, je crois, qui s'appelle l'ADN. D'accord? Vous avez tous entendu parler d'ADN, je crois, ne pas me tromper à ce niveau-là. Donc l'ADN est le constituant principal, pas unique, mais principal de nos chromosomes. L'ADN, ça peut être vu comme un petit fil très 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 fin. Donc les chromosomes sont faits d'un long fil très très fin, compacté, comme une petite pelote. Et si on s'amusait à détricoter tous nos chromosomes, donc à vraiment étirer tous les fils d'ADN de tous nos chromosomes de un individu, à nouveau un chiffre énorme, ça veut dire que pour un individu, on aurait 10 000 milliards de kilomètres, 10 milliards de kilomètres d'ADN. Ça veut dire qu'avec l'ADN de nos chromosomes, on peut faire 70 fois l'aller-retour Terre-Soleil. C'est énorme, tout ça est énorme. Donc, à quoi sert l'ADN? L'ADN, c'est ce qui est la base de notre patrimoine génétique. D'accord? C'est ce que vous avez été de vos parents, c'est ce qui vous définit en tant qu'individu. L'ADN, c'est en fait une série de gènes. Là, je crois que vous avez tous entendu parler des gènes également. Donc les gènes, ce sont des morceaux d'ADN. Donc dans un chromosome, on a une molécule d'ADN et il y a des morceaux d'ADN, des morceaux d'ADN qui sont des gènes. Un gène, c'est par exemple ce qui va définir la couleur de vos yeux. D'accord? Une partie est héréditaire, une partie, donc il y a des choses qui sont héréditaires, d'autres choses pas, mais la couleur des yeux, par exemple, ça va être défini par des gènes que vous avez hérités de vos parents et qui vont définir ça. Alors, ce que je vous montre ici en dessous, c'est une notion aussi assez importante. C'est-à-dire que vous vous rendez bien compte qu'une cellule de l'œil n'est pas la même qu'une cellule de peau, n'est pas la même qu'une cellule cardiaque, n'est pas la même qu'un neurone. D'accord? Donc chaque cellule est différente. Et la raison pour laquelle les cellules sont différentes, alors qu'elles ont toutes les mêmes chromosomes et les mêmes gènes, eh bien c'est parce qu'en fait, certains gènes sont silencieux, endormis, et d'autres gènes sont activés, réveillés. C'est ce que je montre par ici. Et ça, c'est une notion que je vais revenir dans tout mon exposé également. Vous avez des gènes, donc là, c'est le petit smiley représente un gène allumé, activé, d'accord? Donc il est actif, il s'exprime, comme on dit donc dans la cellule. Vous avez des gènes qui sont endormis, donc ça veut dire que qu'ils soient là ou pas là, on les entend pas, sous silence. Et puis il y a aussi, ce que vous savez, donc, des gènes malades, donc il y a des mutations. Enfin, donc une mutation, c'est un gène malade, donc un gène qui est réveillé, mais malade. Ça veut dire qu'il ne remplit plus la fonction qu'il aurait dû remplir. Ce qu'on appelle une mutation. C'est 3 notions de base de génétique qui sont importantes pour la compréhension. C'est compris ça, vous avez tout compris. Alors, parce qu'évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler de télomère. Alors, qu'est-ce que c'est que le télomère? Eh bien, le télomère, c'est en fait ce qu'on va trouver à la toute fin de chaque molécule d'ADN de vos chromosomes. Donc, la portion terminale de chaque molécule d'ADN dans vos chromosomes s'appelle le télomère. Alors, pour ceux qui ont fait du grec, il y en a sûrement qui en ont fait. Donc, le télomère, ça vient de télos, qui veut dire fin, et méros, la partie. Donc, c'est vraiment la partie à la fin. Donc, le télomère, c'est vraiment cette partie à la fin de chacun de nos chromosomes. Alors, le télomère, il y a quelques années, quand j'étais à l'école, on me disait ça sert à rien, c'est inutile. Et maintenant, je vais vous démontrer que c'est une des choses les plus utiles qu'on a dans notre corps. Donc, le télomère va en fait avoir une fonction hyper importante de protection de nos chromosomes. Il va être là pour protéger nos chromosomes.
Pourquoi? Parce que le télomère a une structure particulière qui va permettre de recruter des protéines qui viennent protéger le télomère. On a vraiment le télomère. Et là, je rentre déjà dans une notion particulière. Le télomère, s'il est suffisamment long, d'accord, donc on va revenir par après, s'il est suffisamment long, va permettre de cette protéine de venir s'y fixer et de protéger le télomère. Le chromosome aussi dans son entièreté. Ça, je vais expliquer bien en détail après. Le télomère, donc, avec une vue plus artistique, donc ça peut être représenté comme des petits capuchons protecteurs à l'extrémité des chromosomes. Chacun de vos chromosomes a 4 télomères. Alors, la découverte des télomères n'est pas très très vieille. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas appris à l'école. Mes enfants l'apprennent à l'école maintenant, donc c'est quelque chose qui maintenant devient les choses qu'on apprend en humanité, et voilà, qu'on n'apprenait pas. Donc, le prix Nobel qui a récompensé la découverte des télomères et de la télomérase, à nouveau, je vais en parler, est récent, donc ça date de 2009. Et voilà, peut-être qu'il y a eu un prix Nobel, on sait dire l'importance de ces structures. Pour le vieillissement, pour le cancer. On va en discuter ensemble. Une des protagonistes principales du prix Nobel est Lise Blackburn, la dame qui est représentée là. Donc, c'est elle qui a fait la majeure partie du travail. Alors Lise Blackburn, cette personne a, pour essayer d'expliquer, donc, quand elle a fait sa découverte, l'importance qu'elle avait identifiée pour le télomère, a voulu comparer le télomère, à ce petit, ici, voilà. Vous savez le petit bout en plastique qu'on a au bout des lacets? Vous voyez le petit truc vraiment, à l'extrémité du lacet, on a un petit truc en plastique, une petite portion en plastique, d'accord? Elle a comparé le télomère à cette petite portion en plastique qu'on trouve à l'extrémité des lacets, qui fait que, quand on perd ce petit bout en plastique, le lacet s'use. Okay, donc ça, c'est une image que vous pouvez conserver, qui, je crois, qui pour moi est assez parlante. Donc, un télomère en bon état aura un petit bout en plastique conformé, le lacet sera protégé. Le télomère est en mauvais état, le lacet s'effiloche. Alors, la mauvaise nouvelle, je dirais, c'est que nos télomères s'effilochent avec l'âge. Donc, au plus on avance en âge, au plus nos télomères s'usent. Vous allez me dire, oui, mais tout s'use quand on vieillit, d'accord, mais ce qui est peut-être quelque chose que vous ne savez pas, c'est qu'on s'use parce que nos télomères s'usent. D'accord? Donc c'est une notion peut-être un petit peu différente. Donc nos télomères s'usent et c'est pour ça qu'on s'use. Alors, on va passer en revue les différents points que je voudrais aborder avec vous. D'abord, la première chose va être pourquoi nos télomères s'usent. Deuxième chose, ça va être quelles sont les conséquences d'une usure des télomères. En quoi le fait que les chromosomes s'abîment va faire que moi je vieillis. Ça, je vais vous l'expliquer. Puis, en troisième point qui va intéresser sans doute pas mal de gens, c'est est-ce que c'est réversible? Donc, est-ce qu'une fois qu'un télomère est abîmé, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Et le dernier point, qui est pour moi tout aussi important, c'est est-ce qu'il y a une prévention possible? Donc, est-ce qu'on peut, nous, agir pour éviter que nos télomères ne s'abîment trop vite, que nos chromosomes ne s'abîment trop rapidement? Et j'aurai des réponses à tout ça. Alors, pourquoi nos télomères s'usent-ils? C'est une petite partie un peu plus compliquée, donc soyez bien attentifs. Alors, une des raisons, c'est pas la seule, mais je vais commencer par celle-là pour maintenant, c'est que les télomères s'usent parce que les cellules se divisent. Alors, ça va vous sembler dingue, mais les télomères s'usent parce que nos cellules se divisent. Pourquoi ça? Parce qu'une cellule, je ne parle pas de la cellule souche embryonnaire, qui elle est différente, et ça on va largement revenir. Nos cellules à nous, si elles se divisent, eh bien elles ne sont pas capables, donc, à l'instar à la différence de la cellule embryonnaire, quand une cellule à nous se divise, elle n'est pas capable de recopier exactement les chromosomes de la cellule mère. D'accord? Donc les deux cellules filles ne vont pas être comme la cellule mère, exactement, mais elles vont avoir chaque fois perdu un bout à l'extrémité. Ça va? Donc dans les deux cellules filles, on n'a pas moyen de recopier jusqu'au bout et de faire une copie fidèle de la cellule mère. On aura perdu chaque fois un petit bout de chromosome. Et donc un petit bout de télomère. Ouais. Alors si on fait ça sur plusieurs divisions, toujours ce même personnage pris au hasard, si on fait ça sur plusieurs divisions, eh bien au fur et à mesure des divisions, vu que chaque fois on perd un petit peu, eh bien on va finir par perdre beaucoup. C'est ce qui est montré au-dessus. On va finir par avoir cette situation où le télomère est vraiment raccourci. Et on arrive à l'état, là c'est abîmé, le tube plastique est parti. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une conséquence de division successive. La cellule souche embryonnaire, heureusement pour nous, ne fait pas ça. La cellule souche embryonnaire, elle, est capable, chaque fois qu'elle se divise, de donner deux cellules qui sont exactement les mêmes que la cellule mère. Et donc le lacet va rester en bon état. Vous allez me dire, en quoi c'est relevant ce que vous venez m'expliquer, puisque est-ce que nous, on ne grandit plus? Ok, on ne grandit plus, et donc est-ce qu'on a encore besoin de division cellulaire, puisqu'on ne grandit plus? Oui, on a encore besoin de division cellulaire, et on en a besoin tout au long de notre vie.
Alors on n'est pas capable, comme l'étoile de mer, de régénérer, si on nous coupe un bras, de régénérer complètement le bras, mais on est capable de régénération pendant toute la vie. Et c'est des choses que vous connaissez. On se blesse, on cicatrise, donc on a régénéré de la peau. On se coupe les cheveux repoussent. Donc on a régénéré également. Une blessure musculaire, donc on a une blessure musculaire, pareil, on peut la réparer, donc on a de la régénération. Le cœur, même quand on a un problème au cœur, donc le cœur peut aussi également régénérer donc les dégâts qui ont été occasionnés. Donc on a une capacité de régénération. Et un autre exemple qui est évidemment super important, c'est le sang. Vous savez que continuellement, votre moelle osseuse produit de nouvelles cellules sanguines. Une infection, on produit des lymphocytes, des globules blancs, on combat, donc on produit de nouvelles cellules tout le temps. Alors, cette capacité qu'on a à produire de nouvelles cellules vient du fait qu'on a, à plusieurs endroits de notre corps, ce qu'on appelle des cellules souches. Les cellules souches, c'est très à la mode, vous avez sûrement entendu parler de ça dans les médias. Donc, les cellules souches, c'est vraiment les cellules qui sont là pour encore assurer du renouvellement pendant la durée de vie d'un individu. Il y en a, donc, comme vous voyez ici, donc, à différents endroits du corps. L'intestin, la peau, donc au niveau donc, des cheveux, au niveau même maintenant on le sait aussi même dans le cerveau, donc on a aussi des cellules souches neuronales, donc on est capable de former de nouveaux neurones également pendant sa vie d'adulte. Très bien. Alors avec ça je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi est-ce que les cellules souches embryonnaires gardent leur télomère à la même longueur, donc sont capables de recopier de façon fidèle les chromosomes de la cellule mère, alors que nos cellules à nous ne sont plus capables de le faire. Eh bien, donc ça, c'est à nouveau donc Liz Blackburn qui a trouvé donc, la réponse à cette question. Et la réponse à cette question, elle l'a trouvée en étudiant un petit être qui est unicellulaire et qui, lui, est éternel. Vous comprenez bien que si un être... Il y a des êtres unicellulaires, hein, vous savez ça, donc des êtres qui vivent à une seule cellule. On peut bien comprendre que si un être comme celui-là n'était pas éternel, c'est bien longtemps qu'il n'existerait plus. Oui, donc les êtres unicellulaires sont éternels. Et donc elle est partie de cette observation-là pour essayer de trouver le secret au départ de cet être unicellulaire, et elle a trouvé que ce qu'elle avait trouvé chez cet être unicellulaire se retrouvait dans nos cellules souches embryonnaires, par exemple. Alors ce petit être unicellulaire qu'elle a étudié, c'est un petit cilié qui est là, donc qui fait quelques microns. Et donc voilà, donc, elle est partie là-dessus, de ça, je ne vous rentre pas dans les détails, et elle a trouvé le secret. Alors ce secret, donc je l'ai dit, ça s'appelle, donc, je vais vous le présenter après, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver également dans la levure, par exemple. La levure, vous la connaissez, c'est la levure de boulanger. Donc c'est aussi un être unicellulaire éternel. Chez ces espèces unicellulaires, donc forcément, au fur et à mesure de la division cellulaire, les télomères restent à même longueur. On n'a pas de problème de raccourcissement. Et donc, je vous l'ai dit, ce point commun, donc elle a identifié entre ce petit cilié et les cellules souches embryonnaires. Donc elle a trouvé le truc qui expliquait aussi pourquoi les cellules souches embryonnaires avaient cette propriété remarquable. Alors la réponse à ce secret, ça s'appelle la télomérase. Donc la télomérase est l'enzyme, ça s'appelle une enzyme, peut-être pas penser à autre chose du sketch de Coluche, mais donc une enzyme est une protéine qui a une activité. Donc cette télomérase est capable, elle, de compenser la perte de télomère. Je vais l'expliquer par après. Donc j'ai un petit film qui vous explique un petit peu le mode d'action de la télomérase. Il n'est pas des meilleurs, je trouve, mais c'est celui que j'ai trouvé qui est... Non, je suis stoppée. Voilà. C'est parti. Donc c'est un film qui un petit peu, je dirais, artistique. Le chromosome ressemble plus à une crotte qu'un chromosome, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc voilà, donc le chromosome à ses extrémités, donc vous avez donc ce qui s'allume là, donc ce sont donc les télomères. Et puis vous allez voir après, donc ils sont partis, donc ils ont fait une projection où c'est comme s'ils avaient tiré un peu d'ADN, donc déroulé un peu l'extrémité du chromosome. Et on va voir que la télomérase est capable d'aller donc justement s'accrocher à cette extrémité-là. Ça c'est donc l'ADN qui sort du chromosome, on va le voir par après. Donc la télomérase est capable d'aller s'accrocher à ce bout d'ADN à l'extrémité du chromosome et de venir vraiment copier et synthétiser, donc produire des télomères. D'accord ? Donc ça va vous montrer ici. Voilà, c'est très court. Donc, alors là j'ai fait quelques snapshots du film pour vous montrer un petit peu de quoi il est question. Voilà, donc on a vraiment cette enzyme, la télomérase, qui va venir vraiment reconnaître l'extrémité des chromosomes et va venir synthétiser des répétitions télomériques. Conséquence de ça, c'est que, à la place d'avoir ce schéma que je vous ai montré tout à l'heure, où à chaque division,
on perd un petit peu de l'extrémité, et bien l'intélomérase va être là pour travailler sur cette perte, et elle va compenser la perte, elle va venir s'accrocher à l'extrémité du chromosome et faire comme si, donc revenir à une situation qui se trouvait dans la cellule mère. Donc on a vraiment une compensation de cette perte de télomère. Alors, cette enzyme, la télomérase, est codée dans notre patrimoine génétique, dans nos chromosomes. Il y a un gène, il y a le gène de la télomérase, d'accord ? Le gène de la télomérase, dans les cellules souches embryonnaires, il est actif, il est réveillé. Dans nos cellules à nous, eh bien, ils sont dehors. Et donc c'est pour ça que nos cellules à nous sont plus capables de faire ça. Donc, c'est ce qui est montré ici. Donc, dans des espèces unicellulaires comme celle-là, le gène de la télomérase est actif, il est allumé. Cellules souches embryonnaires également. Par contre, dès que la cellule se différencie, donc déjà dans l'embryon, on a le gène de la télomérase qui s'endort, la télomérase n'est plus active. Il y a un endroit dans notre corps adulte dans lequel la télomérase est toujours réveillée, c'est ce qui explique qu'on existe toujours. Oui, voilà, la lignée germinale, d'accord ? Donc c'est le seul endroit où on a une télomérase qui est encore active. Parce que si ce n'était pas le cas, ça fait longtemps qu'on n'existerait plus. D'accord ? C'est comme ça qu'on peut assurer en quelque sorte notre éternité vient de la lignée germinale. Voilà, donc là, dans ces cellules-là, le gène de la télomérase est réveillé. En résumé, on a dans notre corps adulte une seule région où la télomérase est bien éveillée, la lignée germinale. On a quelques zones, ces niches où il y a les cellules souches dont je vous ai parlé, où la télomérase n'est pas complètement endormie, mais elle n'est pas très réveillée quand même. Donc en fait, elle n'est pas tout à fait efficace. Donc ça explique qu'on a quand même une capacité de régénération, mais pas suffisante. Et puis des tas de cellules où la télomérase est complètement endormie. Dans tout le reste des cellules, la télomérase est complètement endormie. La conséquence de ça, donc ça je vous l'ai déjà expliqué, donc c'est qu'avec l'âge, puisque évidemment plus on avance en âge, plus on a la division cellulaire, puisque plus on a formé de nouvelles cellules sanguines, plus on a régénéré. Donc avec l'âge, forcément, nos télomères raccourcissent. Voilà, je vais vous montrer sur ce schéma-ci. Qu'est-ce que ça fait ? Donc, quelles sont les conséquences de cette érosion, de ce raccourcissement des télomères sur un individu ? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le télomère, quand il est abîmé, donc même un télomère dans votre cellule, va envoyer des signaux de détresse et va faire vieillir toute la cellule. Donc c'est un peu, j'essaie de comparer ça à une pomme. Si vous avez le pépin qui à un moment pourrit, en fait, tout le reste de la pomme va pourrir. Donc ça c'est vraiment, et ça c'est l'image de la sénescence. On appelle la sénescence, ça vient du latin, oui, latin, grec. Vieillesse cellulaire. Donc la vieillesse cellulaire est quelque chose qui peut être initié donc au départ d'un télomère qui est raccourci, qui envoie un signal de détresse, là toute la cellule va être sénescente. Une cellule sénescente est une cellule qui va rester dans votre corps. Donc on a dans notre corps des vieilles cellules qui s'accumulent. D'accord ? Elles ne sont pas mortes, elles sont toujours là, mais elles ne remplissent plus leurs fonctions. Elles n'ont plus les fonctions qu'elles avaient normalement. Mais pire encore, et ça c'est quelque chose qu'on sait depuis très très peu de temps, c'est qu'en fait la sénescence est contagieuse. C'est comme la pomme pourrie. La pomme pourrie dans un bol de fruits, la pomme pourrie va faire que les pommes à côté vont se mettre à pourrir aussi. La sénescence fait ça. Alors la sénescence fait ça, puisqu'on sait maintenant qu'en fait, une cellule sénescente est capable de produire ce qu'on appelle les cytokines. Elle va envoyer des messages en fait, dans le tissu environnant. On va noyer le tissu environnant de petites molécules qui vont faire vieillir les cellules d'à côté. D'accord ? Et ça veut dire qu'on a un effet amplificateur et on peut donc de cette façon-là avoir vraiment une espèce de contagion de la sénescence et une perte de fonction de tout le tissu. C'est ce qui explique qu'avec l'âge, on a également une diminution de la capacité du tissu à régénérer. Si le tissu est sénescent, la régénération ne se passe plus. En pratique, vous allez très bien comprendre de quoi je parle. Donc, en pratique, on reprend ce petit schéma où on a des cellules souches qui permettent de régénérer. Si je vous dis qu'avec l'âge, ces cellules souches sont vieillissantes et ne peuvent plus régénérer, vous avez compris que la régénération chez une personne plus âgée va être diminuée. Ça va se voir comment ? C'est très facile, ça va se voir par exemple les cheveux qui grisonnent. Les cheveux qui grisonnent, c'est dû à ça. Parce que les cellules souches qui sont à l'origine de la pigmentation des cheveux vont s'épuiser avec l'âge. On a des maladies aussi de neurodégénération, comme la maladie d'Alzheimer. On a l'immunité, donc ça c'est aussi une grande caractéristique. Les personnes âgées ont une immunité faiblie.
Et voilà, donc ça c'est dû aussi à l'épuisement des cellules souches de la moelle osseuse avec l'âge. Alors ici, je vous montre un exemple d'un cas vraiment extrême, où cette jeune fille ici, donc, qui est montrée à l'âge de 15 ans, souffre d'une maladie génétique, donc elle a un gène muté. Le gène muté, on va dire que c'est le gène de la télomérase. C'est pas celui-là, mais c'est pas grave. C'est un gène qui est impliqué dans le maintien de la télomère. Oui. Si cette personne, depuis sa tendre enfance, a une mutation dans le gène de la télomérase, depuis la tendre enfance, en fait, ces tissus ont vieilli plus vite encore que ce ne devrait, puisque dès le début, elle n'avait pas de télomérase, et les télomères ont se raccourci beaucoup plus vite, beaucoup trop vite par rapport à ce qu'ils auraient dû. Ça, c'est la même personne quelques années après. Alors, quand je montre cette photo à mes étudiants au cours, je leur demande à votre avis à quel âge la dame là à droite. Au début, ça me faisait beaucoup rire, maintenant beaucoup moins, mais c'était une 45, 50. Voilà, maintenant je rigole plus du tout. Et mais en fait, elle a 48 ans. Voilà, donc ça vous a fait rire, mais en fait, elle a 48 ans. Donc ça, c'est une situation extrême. Donc il y a des situations un peu moins dramatiques, où on aura vraiment des problèmes d'immunité essentiellement, mais c'est un cas extrême. Donc il montre qu'un raccourcissement accéléré, trop fort, trop précoce des télomères entraîne un vieillissement précoce. On a aussi après le cas inverse. Donc ça, c'est pathologique, d'accord? Cas pathologique, pas acétélomérase, vieillissement prématuré. On a aussi un cas inverse qui est celui où on peut avoir une télomérase qui est trop active. Et ça va se retrouver dans une pathologie que vous connaissez tous, qui s'appelle le cancer. D'accord? Donc le cancer est une pathologie dans laquelle la télomérase va être très très forte, qui fait que la cellule cancéreuse va pouvoir se diviser énormément. Vous savez qu'une tumeur, c'est ça, ce sont des cellules qui se divisent, qui sont capables aussi de métastaser, former des métastases ailleurs. Donc on a énormément de prolifération, de division cellulaire dans un cancer. Ça, c'est parce que les cellules cancéreuses sont, pour la plupart, capables de maintenir leur télomère. Donc elles ne vieillissent pas. Donc les cellules cancéreuses sont des cellules éternellement jeunes. Ça, on l'a découvert première fois dans les années 50. Dans les années 50, cette dame donc, s'appelle Henrietta Lacks et s'était fait opérer d'un cancer du col de l'utérus. Et à l'époque, les scientifiques commençaient à essayer de faire ce qu'on appelle de la culture cellulaire. Donc, on va essayer de cultiver des cellules. On les met dans des boîtes avec des milieux de croissance appropriés et on les fait se diviser. Et bien, dans les années 50, cette dame donc, on avait pris donc, son cancer du col de l'utérus et on l'a mis en culture. Et les scientifiques se sont rendus compte, à ce moment-là, que les cellules de cette dame ne vieillissaient jamais. Si on fait ça avec des fibroblastes de peau, on avait déjà fait ça avant avec des fibroblastes de peau, on les met en culture, à un moment, les cellules sont sénescentes, c'est terminé. Okay, on a atteint le potentiel de division, c'est terminé. Avec ces cellules cancéreuses-là, ils se sont rendus compte que ça ne se passait pas. À l'époque, ils ne l'expliquaient pas. Mais maintenant, on sait que c'est ça. C'est en fait... Et donc, voilà, on sait maintenant que c'est parce que leur télomère de ces cellules-là ne s'use pas, parce que simplement, ces cellules cancéreuses ont réveillé la télomérase. Donc le gène est toujours là, dans toutes les cellules, il est là, sauf que le gène était endormi. Et donc là, l'image là, donc c'est que là, la cellule cancéreuse, on a eu vraiment moyen de réveiller ce gène de la télomérase. Et donc la télomérase est active, fait son travail. Alors suite à ces découvertes, il y a aussi des chercheurs donc, qui ont testé ça expérimentalement au départ de souris. Vous savez que beaucoup d'expériences se font avec des souris. Donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont pris des souris dans lesquelles ils ont artificiellement augmenté le niveau de télomérase. Donc ils ont injecté dans ces souris beaucoup de copies du gène de la télomérase, donc plein de télomérase dans les souris. Et puis ils ont après ça évalué l'incidence de cancer chez ces souris. Et les résultats donc, étaient sans appel, à savoir que la population, donc les souris contrôle, dans lesquelles on n'avait pas ajouté de télomérase, n'ont pas montré de présence de cancer, ils ont regardé le cancer de mammaire ici, donc au cours de leur vie. Par contre, chez les souris dans lesquelles ils avaient rajouté de la télomérase, eh bien, donc, ils avaient jusqu'à plus de 60% donc, des souris qui montraient un cancer mammaire. Donc, le trop de télomérase est mauvais, trop de télomérase va favoriser le cancer. Conclusion de tout ça, on vieillit, malheureusement, mais ce qu'on peut, je crois, dire, c'est que la mise en veille de la télomérase dans nos cellules est un moyen de nous protéger contre le cancer. Et c'est sans doute pour ça que la nature l'a favorisé. Alors, question suivante. Le vieillissement cellulaire est-il réversible? D'accord. Donc, on a expliqué que nos télomères s'usent avec l'âge, que ça fait vieillir les cellules, que ça fait vieillir les tissus, ça nous fait vieillir dans nos organes et nos capacités à régénérer.
Est-ce que c'est réversible? Donc, est-ce qu'on peut revenir à une situation plus jeune? Il y a un groupe de pensée qui dit que oui. Et ça fait appel à des... Ça c'est publié dans des journaux scientifiques de haute valeur, hein, mais c'est controversé à l'heure actuelle. Donc c'est une approche qui fait un peu appel à du vampirisme, c'est ça que j'ai mis le petit dessin qui est là. C'est une approche qui a consisté à en fait prendre le sang d'une souris jeune et remplacer le sang d'une souris âgée par le sang d'une souris jeune. D'accord? Ça s'appelle de la parabiose. Eh bien, quand on fait ce genre d'expérience, la souris âgée a été rajeunie. Donc, c'est pas qu'elle a arrêté de vieillir, c'est qu'elle a vraiment rajeuni. Donc, ils ont vraiment étudié donc, les tissus, les tailles moléculaires de la chose, et ils ont montré que la souris avait rajeuni. Donc, c'est encore controversé, surtout parce qu'en fait, l'étude avait dit voilà, j'ai trouvé je sais ce qui dans le sang de la jeune souris a fait rajeunir ma vieille souris, et ça, c'était pas vrai. Voilà. Donc, manifestement, ça marche, mais on ne sait pas encore comment, on ne sait pas pourquoi. Donc, mis à part cette chose-là qui est quand même, je veux dire, lourde de conséquences, on peut se poser quand même malgré tout la question de savoir si ce n'est pas réversible. Moi, je ne suis pas du tout convaincue que ce soit réversible. Est-ce qu'on peut néanmoins agir a posteriori, donc savoir le tissu est vieillissant, est-ce qu'il y a moyen quand même de faire quelque chose, même si on ne vient pas à la situation initiale? Alors, outre des considérations esthétiques et autres, il y a un grand souci à l'heure actuelle, puisque la population, vous le savez, vieillit. Hein. Donc vous avez vu, donc, en 100 ans, en un siècle de temps, la pyramide des âges s'est complètement inversée. Donc, là, j'ai pris l'exemple du Japon et après de la Suisse, mais la situation est partout pareille, en tout cas dans les pays industrialisés. Donc ça veut dire que de plus en plus, on va être confronté à des problèmes de vieillissement et de maladies liées à la vieillesse. Donc ça coûtera cher à la sécurité sociale et puis ce sera embêtant pour nous. Donc si on peut y remédier, tant mieux. Donc revenir à la question, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Alors je ne sais pas donc, si vous avez vu cette nouvelle-là, c'était publié, donc vraiment c'est tout récent, donc ça date d'il y a 2 mois. Donc c'est un gros article qui a été publié dans le journal Nature, que vous connaissez peut-être, et qui a fait la une donc, du Monde, et puis après ça, le soir aussi, on a fait sa une. Donc c'est un article dans lequel ils ont montré que on pouvait freiner le vieillissement de souris en éliminant les cellules sénescentes. Je vous fais un petit rappel par rapport à ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une vieille cellule peut faire vieillir les cellules environnantes. J'avais repris l'exemple de la pomme qui faisait pourrir les pommes d'à côté. L'idée de ce groupe de recherche, ça a été le suivant. Ça a été simple, je vais éliminer la pomme pourrie. Ouais, je vais éliminer la pomme pourrie. Et donc, je vais limiter les dégâts. Alors, je n'aurais pas retrouvé le tissu de base, parce que j'ai quand même éliminé des cellules, du coup. Mais j'aurais peut-être évité que la vieillesse ne se propage au reste du tissu. Et ça a marché. Ça a marché très très bien. Ils ont fait ça dans chez les souris. À gauche, en bleu, des souris dans lesquelles on a laissé les pommes vieillir. À droite, des souris dans lesquelles on a éliminé. Alors je ne veux pas ces détails génétiques derrière cette manipulation, mais voilà, l'expérience a été faite proprement. Et puis donc ils ont évalué plein de paramètres, mais le paramètre le plus simple à comprendre, c'est la survie. Donc combien de temps est-ce que ces souris ont vécu plus longtemps si on leur enlevait les cellules sénescentes? Eh bien la réponse est oui, sinon je ne l'aurais pas dit comme ça. Donc ça c'est donc le taux de survie, donc le nombre de cellules de souris qui restent vivantes en fonction de l'âge. Et dans la population à droite, dans laquelle on a éliminé les vieilles cellules, vous avez vu qu'on est passé donc d'une moyenne de vie de 1 an 8 mois à 2 ans et 2 mois. Ce qui fait, ça semble peu pour nous, mais pour la souris c'est beaucoup, parce que la souris vit moins longtemps que nous, donc ça fait un gain de 27%. Donc c'est énorme. Elles ont gagné 27% d'espérance de vie. Alors ça, vous voyez, donc ça c'est un truc qui date d'il y a 2 mois. Donc on n'en est pas encore à ce stade-là chez nous, mais c'est le genre de choses auxquelles on pense aussi à l'avenir, de peut-être essayer de cibler des cellules sénescentes par des anticorps en fait. On va essayer par immunothérapie, donc on va essayer de cibler ces vieilles cellules pour les éliminer. Ça fait partie des choses qui sont envisagées en tout cas pour le futur. Alors une autre approche qui est aussi envisageable, c'est ce qu'on appelle la thérapie cellulaire. Vous avez sûrement tous aussi entendu parler de thérapie cellulaire, ne fût-ce qu'un don de moelle osseuse, une greffe de moelle osseuse, c'est la thérapie cellulaire. D'accord ? Donc, jusqu'à il y a peu, on avait toujours besoin de faire appel à quelqu'un pour un donneur, pour un receveur. Maintenant, on essaye, dans les laboratoires, dans les sociétés de thérapie cellulaire, de ne plus avoir besoin de donneurs,
et de produire des cellules à réinjecter chez une personne, des cellules qui viennent de la même personne. J'expliquerai après. Alors, la thérapie cellulaire, donc l'idée c'est on va essayer de compenser les dégâts liés à la vieillesse, ou ça peut être des maladies aussi autres, hein. Et on va leur réinjecter des cellules fraîches, des cellules jeunes et en bonne santé, on va dire. Donc ce genre d'approche est déjà actuellement utilisé pour la thérapie cardiaque. Donc on va et ça c'est donc là la Wallonie est pionnière pour le coup la Wallonie est pionnière en thérapie cellulaire. Donc il y a vraiment pas mal de boîtes en Belgique qui essaient d'avancer avec ce genre de choses. Alors comment ça marche la thérapie cellulaire? Donc je reviens à ce petit schéma le petit film du début. Vous savez, ces cellules souches embryonnaires, hein, maintenant vous avez tous compris que au départ elles sont ce qu'on appelle indifférenciées, et puis après ça, au fur et à mesure du développement, elles deviennent peau, elles deviennent neurones, elles deviennent muscles, etc. Eh bien, maintenant, et ça c'est aussi un prix Nobel d'il y a 4 ans, maintenant on sait qu'à partir d'une cellule à vous, à partir d'un fibroblaste, à partir d'une cellule de graisse, on est capable de revenir en arrière. On va reprogrammer des cellules à nous, fibroblastes, cellules de graisse, donc ça c'est un petit cocktail qui se fait au laboratoire, pour revenir en fait à cet état primitif de cellules souches embryonnaires. C'est ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes induites. Je n'ai pas encore entendu parler de ça, mais c'est aussi donc le futur. Et donc c'est à partir de ces cellules qu'on a traficotées, qu'on a en fait déprogrammées pour revenir à un état primitif, on peut refaire de la peau, refaire des neurones, refaire des cellules musculaires. Et donc l'idée c'est d'aller vers ça. Et donc ça veut dire qu'il n'y a plus de rejet puisqu'on part de cellules à nous. Okay, on part de cellules à nous, on retraficote et on refait des tissus. Des cellules, et donc on va aller vers vers ça dans le futur. Donc, ce qu'on appelle donc la thérapie cellulaire. Alors ici, donc, dans ce que je vous ai exposé jusqu'à présent, on était plutôt dans un contexte de ok, il y a eu dégâts, il y a eu vieillesse, on va essayer de réparer. Ça c'était une chose. Maintenant, je pose la question suivante, c'est est-ce qu'on peut espérer agir avant qu'il y ait des dégâts, d'accord? Donc est-ce qu'on peut essayer, en adaptant son hygiène de vie, de limiter les dégâts, donc limiter l'érosion des télomères. Alors ça, c'est en fait la distinction entre ce qu'on appelle l'âge chronologique et l'âge biologique. Alors l'âge chronologique, vous ne savez rien y faire. L'âge chronologique, c'est le nombre d'années qui s'est écoulé depuis que vous êtes né. Donc sur ça, on ne sait vraiment pas faire grand-chose. Par contre, l'âge biologique, c'est l'âge de vos cellules, l'âge de votre corps. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut dissocier les deux? Est-ce qu'on peut dissocier l'âge chronologique de l'âge biologique? Vous allez me dire, vous m'avez expliqué que les télomères s'abîment parce que les cellules se divisent. Moi, je ne peux rien faire contre ça. Sur ça, effectivement, je suis d'accord, on ne sait pas faire grand-chose. Sauf que ce n'est pas la seule chose qui occasionne un raccourcissement des télomères et qui allume les télomères. Il y a d'autres facteurs qui contribuent à ça. La division en est un, mais ce n'est clairement pas le seul. Et sur ça, on peut agir. Donc, usure des télomères, l'inévitable et l'évitable. L'inévitable, voilà, je l'ai dit, la division cellulaire. Donc la division cellulaire, clairement, on ne peut pas faire grand-chose. Par éviter d'avoir trop d'infections, des choses comme ça. Par contre, ce sur quoi on peut jouer, ce sont tous les facteurs externes qui viennent et qui contribuent à attaquer, à endommager le télomère. Vous voyez un petit peu ça, comme je reviens de ce lacet avec le petit bout en plastique. Alors vous pouvez juste être vraiment tout à fait bien, marcher beaucoup et avoir usé vos chaussures, ça va finir par s'user. Ah, ça c'est inévitable, d'accord? Vous avez beaucoup porté vos chaussures, ça va s'user. Par contre, par exemple, je sais pas moi, vous avez fait tomber une goutte d'acide sur votre petit bout en plastique, votre chaussure était neuve, le petit bout d'acide a été érodé le plastique du lacet, voilà, le lacet est abîmé, et malgré tout la chaussure était neuve, d'accord? Donc il y a moyen d'agir et d'abîmer indépendamment, dans ce cas-ci, indépendamment d'une division. Qu'est-ce qui va abîmer les télomères? Les télomères vont être abîmés par ce qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène, donc les radicaux libres. Alors ça, vous avez sûrement entendu aussi parler des bienfaits des antioxydants. Donc ici, on a vraiment un stress oxydant. Alors, le stress oxydant, donc on vit dans un milieu oxydant, donc on a 20% d'oxygène, c'est beaucoup. Donc on doit faire face à ce milieu oxydant. Donc on est armé, notre corps est armé partiellement. Mais malgré tout, les radicaux libres font des dégâts. Les radicaux libres vont être d'autant plus forts, d'autant plus dommageables, qu'on va être dans des conditions, par exemple, d'irradiation à la lumière ultraviolette, les irradiations ionisantes, donc la radioactivité. La cigarette est également quelque chose qui va favoriser la formation des radicaux libres, la pollution, le métabolisme. Alors, on respire, on utilise l'oxygène, on est oxydant. D'accord? Donc il faut parer tout ça.
pas arrêter de respirer, évidemment. Voilà. L'obésité est également un facteur qui va contribuer à avoir un stress oxydant dans les cellules. Et le stress. Alors, ça peut paraître un peu bateau de dire le stress, mais oui, voilà. Le stress psychologique peut également contribuer à augmenter cette érosion, cette usure des télomères. Alors, j'essaie de vous expliquer que vous pouvez dissocier potentiellement l'âge chronologique de l'âge biologique. L'âge chronologique, il suffit d'ouvrir votre carnet de naissance, c'est facile à calculer. L'âge biologique, comment on le calcule? Est-ce qu'on peut le calculer? Oui, on peut le calculer. Je ne l'ai pas fait moi, mais on peut le calculer. Donc l'âge biologique peut se calculer à partir d'une prise de sang. D'accord? Donc vous faites une prise de sang, et dans votre sang, on peut lire votre âge biologique. Ça se fait comment? Eh bien, on va isoler les cellules du sang, par la prise de sang, et puis, alors c'est quelque chose, ça c'est montré ici, c'est un truc qui vient de mon labo, ça. Donc les petits points roses que vous voyez au bout, ce sont les télomères. Donc on a des petites sondes fluorescentes qui vont aller se fixer sur les télomères. Et avec ces petites sondes fluorescentes, on peut mesurer, en fait, comme un mètre, on peut mesurer les télomères. Alors, ça va. Ici, vous avez un graphique qui vous montre donc en abscisse l'âge chronologique des années, en ordonnée la longueur des télomères. Donc vous voyez, comme attendu, que plus on vieillit, plus les télomères sont courts. Oui, donc on a un raccourcissement. Par contre, ce que vous pouvez voir aussi sur le graphique, c'est que par exemple, si on prend une personne de 50 ans, on a des personnes de 50 ans qui ont des télomères très courts, des personnes de 50 ans qui ont des télomères très longs. Donc ça veut dire que pour un même âge chronologique, l'âge biologique, qui est dicté par les télomères, peut être différent. C'est-à-dire qu'on peut dissocier les deux. Alors il y a des facteurs génétiques, malheureusement aussi, qui peuvent contribuer au fait qu'on a des télomères trop courts par rapport à son âge, mais pas que. Donc si vous faites la prise de sang, vous allez voir mon âge biologique, et vous êtes au-dessus, vous êtes super content, vous êtes en dessous, vous êtes tout de suite moins content. Il y a des percentiles pour les longueurs de télomères. Donc pour l'instant, ces tests, donc, par exemple, ça se fait pour l'instant déjà en hôpital pour les patients qui souffrent de problèmes d'immunité, pour lesquels on suspecte un problème de télomères. De plus en plus, on se rend compte que des personnes malades, surtout des enfants en fait, avec des problèmes d'immunité assez avancés, sont en fait dus à des problèmes de télomères. Et donc maintenant, de plus en plus, en routine, on va analyser la longueur de télomères chez ces personnes. Et donc ça se présente sous forme de percentiles. Vous voyez les percentiles comme on a quand on a un bébé avec la taille, le périmètre du crâne, ou la longueur ou le poids, c'est la même chose. Donc vous avez des percentiles. Les points carrés qui sont indiqués là correspondent tous en fait à la longueur de télomères chez les personnes qui étaient malades. D'accord? Donc chez les personnes qui avaient une mutation dans un des gènes qui permet de maintenir les télomères à la bonne longueur. Voilà, donc toutes ces personnes sont en dessous des percentiles 1%. Ok, très bien, donc on peut mesurer son âge biologique, son âge chronologique, on le connaît, on ne peut rien y faire. L'âge biologique, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc la question c'est, est-ce qu'on peut retarder ce vieillissement biologique? Alors il y a des choses qui sont bien dans ce qui est proposé et des choses qui sont moins bien. Je vais commencer par le pas bien. Donc quelque chose qui est aberrant à mon sens. Sur Internet, vous pouvez trouver des molécules, des médicaments, qui vont vous vendre le médicament miracle comme étant un médicament qui va booster votre télomérase. Oui. Ce médicament, je le cite parce que je trouve que c'est une aberration, s'appelle le TA65. TA65 donc, est une molécule qui est là pour réveiller le gène de la télomérase. Oui. Sans vente libre. Donc ça, fait partie des images que j'ai prises sur le site de la boîte qui commercialise le TA65. Et puis je suis allée voir, tiens, si je voulais en acheter, comment je pourrais faire. Ah, ça ressemble à ça, le truc. Eh bien, sur Amazon, tout le monde connaît Amazon, non? Oui, hein, vous connaissez Amazon. Hein. Sur Amazon, mais n'allez pas, que personne n'aille après acheter ce truc-là. Sur Amazon, vous avez la boîte de médicaments, le booster de télomérase, au modique prix, donc modique somme de 100 € pour 30 capsules, et je crois que c'est au moins une capsule par jour, donc ça vous donne un petit peu aussi le genre de montant qu'on peut donner pour ces on va dire médicaments. Alors, sur le site de la boîte qui commercialise le TA65, j'ai été prendre donc cette petite encart ici, il ne faut pas tout lire. Simplement, ce qui prône, donc c'est ce que cette société prône, c'est que leur produit est sécure, donc il n'y a pas de danger associé à ce produit, parce que, disent-ils, on se base sur une étude qui a été publiée en 2011 et qui a confirmé que le TA65 n'était pas dangereux. Alors, je suis allée voir évidemment l'étude en question, qui est une étude qui a été faite chez la souris, comme la plupart des études qu'on fait pour l'instant.
Donc ces souris, on leur a en fait injecté des quantités énormes de TA65, bien plus que ce que vous avez dans une petite pilule, dans laquelle à mon avis il n'y a pas grand-chose, ceci dit, mais donc des souris dans lesquelles on a injecté des grosses quantités de ce TA65. Alors la première chose, c'est que ça n'a pas du tout augmenté l'espérance de vie de ces souris. D'accord? Donc ça n'a eu aucun effet sur la longueur, l'espérance de vie des souris. La raison pour laquelle ça n'a pas d'effet sur l'espérance de vie des souris, c'est qu'en fait, ce médicament il ne fonctionne pas si bien. Il fonctionne en fait que dans le foie. Donc il n'y a que dans le foie des souris qu'ils ont réussi à réveiller le gène de la télomérase. D'accord? Les autres tissus, ça ne s'est pas réveillé. Donc le produit ne fonctionne pas très très bien. Dans le foie, ils ont réussi à réveiller. Alors, ils ont quand même été suffisamment rigoureux dans cette étude pour se dire, ok, donc dans le foie, la télomérase s'est réveillée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont été faire après? Ils ont analysé le foie de toutes les souris traitées avec le médicament ou non traitées, et ils ont regardé s'il y avait plus de tumeurs, donc de cancer, dans le foie des souris traitées par le médicament. Et la réponse, évidemment, était oui. D'accord? Donc, ils ont vu une augmentation des cancers du foie des souris qui avaient reçu ce médicament. Voilà. Et ça se vend sur Internet. Mais bon, je veux dire, les doses qu'ils mettent dans ces médicaments sont de loin inférieures à ce qu'ils ont mis chez la souris. Mais voilà, en tous les cas, c'est quand même une aberration. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas chez TA65. Voilà. Après, je me suis juste amusée un petit peu à regarder si d'autres personnes avaient fait le même constat que moi. Et oui, il y en a. Donc, on peut trouver pas mal de choses donc, qui sont vraiment qui crient au scandale avec cette molécule. Et donc on parle vraiment d'escroquerie. Ils sont poursuivis aussi, donc d'ailleurs par là au sud. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Peut-être le français. Donc voilà. Par contre, il y a quand même des choses qu'on peut faire qui sont bien, qui vont protéger les télomères et qui ne vont pas donner le cancer. C'est ce que je vais exposer maintenant. Si on va sur le site de l'UCSF, donc c'est l'University of California San Francisco, donc qui est l'université de Liz Blackburn. Donc Liz Blackburn, la prix Nobel dont je vous ai parlé au début de mon exposé. On peut trouver ça. Puisque donc en fait, Liz quand elle a découvert les télomères, donc elle a aussi mis au point ce système pour mesurer les télomères. Et comme elle a mis au point le système, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des études à grande échelle et elle a mesuré la longueur des télomères à partir de 100 de tout plein de personnes. Okay, des sportifs, des fumeurs, des obèses, des minces, des femmes, des hommes, de tout. Et elle a tiré des conclusions. Et dans ces conclusions, donc, elle a obtenu comme conclusion principale qu'il y avait au moins 4 facteurs qui pouvaient mener à des télomères plus longs, donc moins d'usure. Ces 4 facteurs sont présentés là. La diète, l'exercice physique, le management du stress, donc la gestion du stress, et le fait d'avoir des réseaux sociaux. Je vais commencer par l'exercice, d'accord? Puisque c'est celui en lequel je crois le plus. Donc ces études ont été faites. Je vous montre un peu plus de détails, peut-être, d'une étude aussi qui a bien investigué la chose, qui a été publiée en 2008. Dans cette étude, ils ont enrôlé 2400 personnes, donc c'est vraiment, du coup, statistiquement valable, qu'ils ont divisé en 4 groupes. Les 4 groupes ont été divisés en fonction du nombre de leur activité physique, par semaine. Le groupe 1, c'était 1 quart d'heure, par semaine, pas grand-chose. Le groupe 2, une demi-heure, le groupe 3, 1h30, et le groupe 4, 3 heures. 3 heures d'activité physique par semaine. Et donc, je vous le donne en 1000, donc on a mesuré les télomères dans ces 4 populations. Et voilà les résultats. Donc, on passe de gauche à droite, donc du moins actif au plus actif. Les plus actifs avaient des télomères plus longs. On va me dire, ok, plus long, mais ça veut dire quoi, ça, en termes de... C'est plus long de combien, ça a une importance ou pas? Eh bien, j'ai fait le calcul, donc en fait, ça équivaut à un gain d'âge biologique de 6 ans. C'est beaucoup, non? C'est beaucoup, un âge biologique de 6 ans. Ah. Oh, je trouve que c'est beaucoup. Et dans cette même étude, ils ont aussi poussé un peu plus loin les analyses, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tous des jumeaux. Ils ont eu plein de jumeaux. Et des jumeaux dans lesquels il y avait chaque fois un moins actif, un plus actif. Donc là, du coup, on évite toutes les dérives liées à un patrimoine génétique différent, donc on compare vraiment, c'était des vrais jumeaux, hein, on compare vraiment des vrais jumeaux. Et là, donc pareil, ils ont eu les mêmes conclusions, à savoir que les jumeaux plus actifs avaient des télomères plus longs que les jumeaux moins actifs. Voilà. Alors, nous, au labo, on a également fait une expérience à ce sujet. En collaboration avec Marc Franco, qui est ici dans la salle, je suis contente de le voir. Donc Marc, j'avais un jour présenté un petit séminaire sur le télomère, et puis il était là aussi. Il m'a dit, mais si tu veux, on peut tester l'exercice physique en vrai, si tu veux, on le fait au labo.
Je dis non, tu vas pas faire ça. Si, tu veux, on le fait en vrai. Alors, je vous raconte comment se passe l'expérience avant de... Vous avez compris pourquoi j'ai dit, mais bon, on va pas faire ça. Et on l'a fait. Donc, avant de vous expliquer un petit peu les détails de l'expérience, ce qu'il faut savoir, une petite notion supplémentaire, c'est que les télomères, ça on le sait depuis quelques années, ont une deuxième couche de protection. Un petit peu comme du vernis, de la peinture si vous voulez. Donc ils ont une petite couche de protection supplémentaire qui est là, qui les enrobe en quelque sorte. D'accord ? C'est ce truc vert qui est montré. Alors, pour les biologistes de la salle, ce sont les ARN non codants qui viennent protéger les télomères. Nous, au laboratoire, on s'intéresse à cette petite protection en plus, ce truc vert, donc ces ARN non codants. On avait des indications au laboratoire comme quoi l'exercice physique, d'après nos études qu'on avait faites, on n'avait pas fait l'exercice physique, mais on avait des autres indications biochimiques qui nous faisaient penser que peut-être que l'exercice physique pourrait avoir un impact et pourrait augmenter cette petite couche de vernis, cette petite protection. Alors, on a fait l'expérience en vrai. Alors, l'expérience en vrai, ça consiste en quoi ? Ça consiste en recruter des étudiants jeunes, beaux, en forme, et à leur faire subir des biopsies musculaires, avant et après exercice physique. Donc, ces étudiants volontaires, ils sont tous volontaires, ces étudiants voilà, avant une séance d'exercice physique de 45 minutes, c'est l'exercice de type endurance, ça va, donc c'est sur vélo ici. Donc, biopsie musculaire, faite par un médecin, qui fait ça, avant l'exercice physique, puis 45 minutes d'exercice physique avec des intensités différentes, et puis de nouveau biopsie musculaire, juste après l'exercice, et encore une un petit peu plus loin. Ce qu'on a fait, nous, donc on a obtenu ces biopsies musculaires, et puis on a été évaluer l'état du vernis, comme je l'appelle, des télomères. Donc ça, on l'a fait au laboratoire, avec ici une étudiante, il y en a deux qui sont aussi ici dans la salle et qui ont fait des expériences avec nous. Donc, on a été voir cette couche de vernis avant, donc dans la biopsie de l'étudiant juste avant l'exercice, et puis juste après l'exercice. Et puis on a constaté, c'était vraiment super évident, qu'il y avait en fait une deuxième couche de vernis qui s'était installée. Donc on avait vraiment augmenté la couche de vernis au niveau des télomères. Donc ça, c'est une étude qu'on va publier dans 2-3 semaines. Voilà, donc ça, c'est certainement une des raisons pour lesquelles l'exercice physique peut protéger les télomères en agissant sur cette petite couche supplémentaire. Donc je ne peux que conseiller l'exercice physique comme étant un remède anti-âge. Je crois que c'est pas compliqué. On ne parle pas d'exercice physique super intense, on ne parle pas de marathon, de choses comme ça, donc on parle vraiment même d'une marche rapide ou de choses comme ça. Parce qu'évidemment, trop, c'est trop. Comme partout, l'excès nuit en tout. Donc ça veut dire que trop d'exercice physique, c'est pas bon non plus. Pourquoi ? Non seulement parce que ça peut vous épuiser, comme c'est montré ici, mais également, trop d'exercice physique, vous produisez trop d'espèces réactives de l'oxygène. Vous êtes trop oxydant, donc c'est pas bon non plus. Donc il faut... Voilà. Et ça, c'est un autre exemple de l'excès nuit en tout. Il est vrai, hein, j'ai pas traficoté l'image, il est vrai. Je sais pas si c'est champion du monde, mais il a pas être loin de ça. Puis, voilà, toujours, vous connaissez peut-être le fameux slogan de Churchill, hein, donc à qui on avait posé la question, mais quel est votre secret de longévité, monsieur Churchill ? Et il avait répondu, voilà, cigars, whisky and no sport, right ? Bon, ce que la petite histoire ne dit pas, c'est qu'il est mort pas si vieux que ça. Mais il a péniblement atteint le 90 ans, donc c'est pas non plus comme s'il avait dépassé les 100 ans, quoi. En plus, ben voilà. Ça, je savais pas. En plus, il était sportif. Ben voilà. Il était sportif. L'autre chose qui est moins sympa, manger moins pour vivre plus longtemps. D'accord ? Alors ça, c'est aussi à nouveau des études qui ont été faites au départ chez un petit ver qui s'appelle le C. elegans. Les études pionnières ont été faites dans les années 80. On s'est rendu compte que si on privait de nourriture, pas privait complètement, mais on diminuait la ration alimentaire, ces petites bestioles, elles vivaient beaucoup plus longtemps. Et puis ça a été validé dans d'autres espèces après. Comment ça marche ? Ça marche, dans mon sens, de façon relativement semblable à ce que l'exercice physique va faire. Tu es d'accord avec moi, Marc ? Oui, voilà. L'expérience qui a été faite, donc, parce que chaque fois, les expériences pionnières ont été faites vraiment sur les petites espèces qui sont loin de ce que nous on est. Plus récemment, il y a une expérience qui a été faite sur les macaques, donc qui sont les plus proches de nous pour l'expérimentation. Cette étude a été initiée en 1989 et a été publiée en 2014, donc c'est une étude sur 25 ans, dans laquelle ils avaient deux populations de macaques. Des macaques, donc à peu près 38 macaques
pour lesquels ils ont donné une ration alimentaire normale, et 38 macaques dans lesquels ils ont réduit 30% la ration alimentaire. Résultat, bah oui, forcément, s'ils l'ont publié, c'est que ça avait marché. Donc, résultat, donc, l'espérance de vie de ces macaques qui ont été donc, déprivés de 30% de ration alimentaire a augmenté de 10%, à savoir 2,4 ans pour le macaque, donc ça fait 10%. Donc, voilà, donc à nouveau, un impact quand même bien marqué sur la récession calorique, sur l'allongement de la durée de vie. Bon, après, on peut faire du sport, c'est bien aussi. Donc, je vais terminer par quelques petites dias qui sont en fait des dias qui... Le titre parle de lui-même, donc si la nature nous inspirait. Donc si on regarde un petit peu autour de nous les espèces qui vivent très longtemps, et pourquoi est-ce qu'elles vivent si longtemps? Vous savez qu'il y a des animaux qui peuvent vivre très longtemps, donc plus que 200 ans. Donc on a la baleine par exemple qui peut atteindre 245 ans. On a ce poisson, le nom Sebastes aletianus, 205 ans. L'oursin, plus de 200 ans. La tortue, 57 ans. Le coy, pour ceux qui ont des coys, ils ne sont pas encore débarrassés, ça peut vivre jusqu'à 226 ans. Je parle pour mon frère qui est là. Donc, alors un grand point commun entre les espèces qui vivent très très longtemps sont majoritairement les espèces aquatiques. Alors la raison sans doute est que le stress oxydatif est beaucoup moins important dans l'eau qu'il ne l'est à l'air, les UV ne passent pas, donc on est protégé dans l'eau en fait. Donc c'est certainement, je crois, une des raisons pour lesquelles ces espèces vivent si longtemps. Et il y a une espèce qui, elle, est complètement éternelle, cette petite méduse, elle est toute petite, elle veut vivre éternellement, et en fait ce qu'elle fait cette petite méduse, c'est que chaque fois elle revient à l'état primitif. Donc elle revient en quelque sorte à l'état de cellules souches embryonnaires. Donc elle arrive à se désintégrer, revenir à l'état primitif et repartir. Donc c'est pas une vraie éternité parce qu'elle revient à l'état primitif, mais voilà. C'est la seule espèce qu'on connaît à l'heure actuelle qui est capable de faire ça. Espèce pluricellulaire, je pense. Pour terminer, est-ce qu'il faut mesurer la longueur de ces télomères? Donc est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une mauvaise idée? Vous pouvez le faire. Donc on peut avoir toujours finalement ce plaisir de se dire oh, mes télomères en fait sont beaucoup plus jeunes que mon âge, j'en suis très contente. Donc ça c'est une chose. Par contre, non, derrière ça, il y a des questions beaucoup plus compliquées. Et Liz Blackburn, parce que je parle beaucoup d'elle, mais voilà, elle fait beaucoup dans le domaine. Donc Liz Blackburn avait à un moment mis au point, elle voulait commercialiser un kit pour mesurer la longueur de ses télomères. Il y avait une société qui commercialisait ce kit. Maintenant, elle s'est retirée de la société, puisqu'en fait, il y a eu vraiment des polémiques dans le domaine, puisque une des grosses polémiques qui a été annoncée, c'était ça. Donc c'était effectivement, est-ce que les compagnies d'assurance n'ont pas utilisé ce système pour calculer la prime d'assurance en fonction de la longueur de télomère? Donc donne-moi la longueur de télomère, je te dirai combien tu payes ta prime d'assurance. Et ça a vraiment été une vague dans le truc. Donc il y a vraiment une énorme polémique là-dessus, avec plein de journaux qui ont aussi parlé de ce problème-là, avec effectivement le risque que ça pourrait détourner pour ce genre de choses. Du coup, elle s'est retirée. Maintenant, ça existe toujours, mais en tout cas, elle s'est retirée de la boîte. Voilà, et bien avec cette dia, j'en suis déjà au remerciement, donc j'ai été super vite. Je voulais déjà remercier ceux qui me sponsorisent, ceux qui sponsorisent mon équipe de recherche, pas moi, mais toute mon équipe de recherche depuis des années, et l'Institut de Duve, donc, dans lequel je suis et qui est merveilleux. Mes futurs sponsors, peut-être, si quelqu'un peut leur en parler dans la salle. Et puis, je voudrais vous remercier tous. Alors, vous placez à la position que vous voulez au niveau des télomères. Donc, je vous remercie tous dans des télomères les plus courts aux télomères les plus longs. Je remercie aussi les enfants, puisque finalement, les enfants sont la preuve vivante qu'il y a une partie de nous qui est éternelle, n'est-ce pas? Donc voilà, donc tous ici présents, de votre présence, merci d'être venus de loin, merci de tout ça, c'est vraiment très plaisir. Et je termine par cette vérité vraie du chat que je vous laisse méditer.